Bonjour, bienvenue dans notre émission Remettons les pendules à l'heure, ce 1er mars. Alors là, vous voyez, bon, on va faire un tour là, des actualités d'aujourd'hui qui sont les plus dramatiques. Alors, je commence par Gaza, non pas que la suivante est moins importante, mais il y a des choses, si vous voulez, de l'une qu'on peut avoir une réflexion commune. Donc là, on a 104 morts après des tirs israéliens en direction des Palestiniens se ruant sur l'aide humanitaire. Alors, je vous rappelle, hein, c'est cette histoire de Gaza, de Palestiniens et tout. Bon, c'est un fruit véreux depuis le départ, hein. Lorsque vous avez eu Israël qui a été construit donc entre la Palestine en deux morceaux, d'un côté Cisjordanie, de l'autre côté bande de Gaza, étant donné qu'il y avait une unanimité entre eux, eh bien ça pouvait que favoriser les conflits, puisque pour Israël, ils avaient essayé une bande étroite sur deux frontières, en plus les menaces au nord. Donc ça entraîne aussi des réactivités guerrières importantes, hein. Et pour les autres, eh ben, ça leur facilite aussi le passage à l'action avec l'idée, tiens, on se rejoindra, on va renvoyer les autres à la mer. Ils peuvent même pas d'ailleurs les renvoyer à la mer, puisque la bande de Gaza s'intercale entre Israël, donc sur une bonne partie, et l'État. Donc c'est pour ça aussi que pour bien souvent, les menaces du Hamas s'apparentent à des génocides. Et là, bon, à Gaza, en ce moment, on se demande un peu à quoi ça tourne. Est-ce que, en tout cas, il n'y aurait pas un peu la loi du talion avec ces soldats qui entourent ces pères de famille qui viennent chercher pour nourrir leur famille, tout comme ces jeunes qui venaient danser dans le désert se sont trouvés entourés par les terroristes du Hamas. Donc on voit que la cohabitation, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est plus possible entre les deux, et qu'il serait plus de temps, après des décennies d'errance, hein, de trouver une solution politique viable et d'autre part, que l'ONU enfin fasse respecter ses déterminations. Sinon, à quoi sert l'ONU? C'est redevenu la Société des Nations qui était censée empêcher la guerre de 14 et qui a été dissolue par la suite. On a fait l'ONU, ça semblait au départ mieux marcher, mais ça n'a pas duré longtemps, hein. Bon, donc là, moi, je vois qu'une solution politique au long terme. Je ne dis pas qu'elle soit facile à mettre en œuvre, mais qu'y a-t-il d'autre? Là, au niveau sécurité, bon, c'est plus possible avec comment dire, les colonies Israël, pas les colonies, les kibboutz israéliens, pardon, d'Israël Sud, là, le long de la bande de Gaza, c'est plus possible. C'est vraiment une guerre de front en permanence, hein. C'est un peu, ça revient à la guerre des tranchées de 14-18 en modèle réduit. Donc la seule solution, et je pense que les Israéliens ça l'ont compris, c'est que la bande de Gaza reste israélienne, qui est un peu ennuyeux tout de même pour la population palestinienne. La seule autre solution, eh bien, c'est que l'ONU fasse respecter au moins une de ses décisions, qui était qu'en Cisjordanie, il ne devait pas y avoir de colonie israélienne. Donc toute la Cisjordanie doit être vidée de ses colonies et entièrement dédiée donc aux Palestiniens, aux réfugiés palestiniens. Donc c'est là que l'ONU devra intervenir avec différentes puissances de la régionale pour permettre ce transfert dans de bonnes conditions de part et d'autre. Euh, Ainsi, vous pourriez avoir donc la Cisjordanie dans un deuxième temps, dans un premier temps sous contrôle de l'ONU, dans un deuxième temps peut-être rattaché à la Jordanie, puisque vous avez déjà 1 million de Palestiniens qui vivent en Jordanie. Et je pense que une royauté est ce qu'il y a de plus adapté au système de l'islam, hein. L'islam est basé sur un chef, hein, c'est Mahomet. Mahomet qui guide son peuple. Donc c'est une république islamique, ça n'a pas grand
grand sens, hein. Donc, il faut que l'intérêt, quand vous avez aussi plusieurs ethnies, c'est qu'un roi sert de médiateur. Et puis, c'est un passage trop brutal d'un autoritarisme fanatique à une république, à des personnes qui ont justement pas acquis la maturité politique. Puisque, non pas de leur fait, mais du fait des divisions, du fait des conditions de vie qui ont favorisé le fanatisme. On est rechercher les causes et les coupables, ben, c'est plus l'heure, hein. L'heure, c'est de sauver des vies, et je vois pas d'autre solution pérenne, à mon avis. Donc voilà pour cette triste actualité. Mais au moins, tout de même, il y aura une solution pérenne. Je tiens aussi donc à dire aux deux parties, c'est que de toute façon, ce qui se voit souvent, ça se voit d'ailleurs avec en l'Ukraine et la Russie, quand vous avez des peuples frères, parce que c'est des peuples frères, les Palestiniens et les Juifs, ils ont tous deux un héritage hébreu ou même juif, hein, et donc c'est leur propre gène. Ils portent atteinte à leur propre rémanence génétique, à un autre soi-même dans une autre époque. Donc c'est à eux, s'ils veulent connaître leur paradis, le paradis terrestre, tel qu'il est souvent évoqué dans différentes religions, c'est celui-là. C'est le préparer pour une rémanence future. Et donc, en s'entretuant, ils se font du mal à eux-mêmes. Deuxièmement, n'oublions pas les richesses gazières qu'il y a le long de cette côte méditerranéenne. Donc, en s'autodétruisant, ils sont fragiles, et le jour où les ressources énergétiques deviendront de plus en plus, comment dire, ce seront de plus en plus disputées, eh bien, ils en feront les frais tous les deux, puisqu'ils n'auront pas su s'entendre. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment arriver à faire des pays viables. Et ensuite, il pourra y avoir des unions du Proche-Orient avec le Liban, la Syrie. Tout pourrait s'améliorer. Mais dans un premier temps, il faut que chacun se sente en sécurité. Et je ne vois pas d'autre solution. Bon, passons à la deuxième actualité, qui est guère encore pire. Voilà, alors, nous avions eu un premier épisode où Vladimir Poutine avait déjà menacé d'une guerre nucléaire. Nous avons Macron qui a remis ça sur le tapis récemment pour faire comprendre que si le risque dans cette histoire-là serait donc d'une Union soviétique enfin, de la nostalgie de l'ex-URSS, avec une Russie qui retrouve ses États européens de l'Est, et un État de l'Ouest au niveau énergétique totalement dépendant donc de cette URSS, avec en plus l'Amérique qui nous lâche. Donc, on va aller un peu plus loin. Et on va voir ce que nous raconte donc M. Poutine. Voilà. Alors, je prends un court discours, un discours de 2 heures. Nous nous souvenons du sort de ceux qui ont envoyé leur contingent sur le territoire de notre pays, a déclaré le dirigeant russe, dans une allusion apparente aux invasions ratées de Napoléon et d'Hitler. Pas si raté que ça, hein. Ils étaient quand même allés pas mal loin. Ils n'ont pas pris... Le problème, c'est que la population de Moscou était partie, mais ils sont quand même allés jusqu'à Moscou. Aujourd'hui, on aurait peut-être une logistique un peu plus performante. Bon, enfin, la question n'est pas là. Avec les armes nucléaires qu'il y a en Russie, c'est sûr que c'est pas quelque chose de très réaliste. Aujourd'hui, les conséquences pour les envahisseurs potentiels seront bien plus tragiques. Bien évidemment, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre déjà, pour les raisons que j'ai dit, de se faire envahir comme ils l'ont pu l'être par Napoléon ou Hitler. Et deuxième, n'oublions pas aussi que les Allemands avaient un deuxième front. Hein.
Ensuite, j'aimerais rappeler une chose, justement, à ce cher Vladimir Poutine, que lorsqu'il nous parle de l'OTAN qui le menace de tous les côtés, eh ben, il oublie, parce que vous savez, les amis, les ennemis, ça a vite fait changer. Hein. Bon, il a une frontière commune avec la Chine qui est très longue, tout le long de la Sibérie. On a des changements climatiques majeurs. On a une Chine qui augmente sa natalité, qui veut passer à 3 enfants. Donc, vous imaginez 3 fois plus de Chinois. On a un État centralisé, donc peut-être, effectivement, il va faire des incartades en Afrique et tout, mais s'il doit s'agrandir, ça sera de manière centralisée. Donc, peut-être en débordant un peu sur la Sibérie ou en refoulant peut-être les populations musulmanes là-bas, enfin, je ne sais pas ce qu'ils feront. Mais une chose est certaine, c'est que si un jour il a un problème avec la Chine, hein, la Chine, elle est toute longue de la Sibérie. Et là, eh bien, les problèmes des armées européennes qui s'enfoncent et s'engoncent dans la Russie et le froid de la Sibérie, les Chinois, eux, ne l'auront pas parce qu'ils n'ont qu'une frontière à franchir pour paralyser toute la Russie. Donc, je pense que c'est pas dans l'intérêt de la Russie d'être un vassal de la Chine, d'être totalement dépendante de la Chine comme elle est en train de s'orienter. Je pense que la Russie aurait tout intérêt, au contraire, pour un bon équilibre mondial, avoir une bonne entente avec l'Europe. Mais peut-être aussi, bien évidemment, faut-il revoir cette organisation de l'Europe. C'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps. Donc, il faut faire, pendant qu'on est dans les rappels historiques, hein, eh bien, qu'ils prennent l'exemple de la France et de l'Allemagne, qui, sur 2 guerres mondiales, c'était les 2 puissances qui dominaient le monde, qui se partageaient l'Afrique, qui ont une bonne partie aussi, même dans les Amériques, à un moment donné. Hein. Et c'est finalement, elles ont été victimes de leur agressivité entre elles, parce qu'elles n'ont pas eu l'intelligence de s'organiser, comme le pape avait pu le faire, par exemple, entre les Portugais et les Espagnols, même si la répartition ne me semblait pas tout à fait très équitable, hein, on va dire. Mais bon, le principe était là. Donc, n'ayant pas su s'entendre, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'Allemagne et la France ont simplement fait de l'Amérique, des USA, la première puissance mondiale. Alors, que la Russie se demande si elle n'est pas en train de prendre le même chemin entre l'Europe et elle, que le chemin qu'ont pris les Allemands et les Français, et de faire simplement que la prochaine puissance mondiale sera la Chine, dont elle sera le toutou. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect militaire, il y a l'aspect économique. Et la Chine est un géant économique, ce que n'est pas la Russie. Et l'économie et la guerre, désolé, ça ne se sépare pas. Bon, alors, on va faire un petit tour justement sur une nouvelle Europe. Voilà. Alors, vous voyez là... oh, c'est embêtant, là, j'ai le truc dessus un peu. Bon, enfin bref, on voit quand même. Voilà la Russie. Alors la Russie, je vous rappelle, vous avez une partie européenne à peu près par là. Vous allez dire les mondes ruraux. C'est ça l'Europe géographique. Et je pense que la Russie aurait tout intérêt à s'organiser avec une partie de fédération de Russie justement tournée vers l'Europe et une autre partie tout à fait en respectant donc le partage géographique qui, c'est pas question de mettre les Chinois à part, hein, qui justement serait plus en lien avec la Chine. C'est ce que j'explique toujours, il faut pas des politiques de blocs, parce que les blocs finissent toujours par s'affronter d'une manière ou d'une autre, mais des blocs avec des puissance intermédiaire. Donc la Russie, elle, c'est l'intermédiaire entre l'Europe et la Chine, et tout irait mieux dans le meilleur des mondes. Alors, voyons un peu. Donc, nous avons, voilà, notre fameuse Ukraine. La Biélorussie, qui pour l'instant a une dictature tournée vers la Russie. Donc, nous pourrions très bien avoir l'Ukraine, donc la partie russophone de l'Ukraine, s'il y a une partie russophone, eh bien,
qui rejoignent la Fédération de Russie. Hein. Et puis, je pense que ce qu'il y a de mieux, parce qu'il y a le problème du transit maritime, eh bien peut-être de faire de la Crimée une autre Suisse, hein, un État indépendant, puisque ça a été le désir à un moment donné de la Crimée d'avoir tenté d'avoir une indépendance qu'elle n'a pas eue. Ce sera peut-être la solution. L'indépendance de la Crimée, une partie russophone qui rejoint la Russie, hein, et l'autre partie, eh bien, qui pourrait faire partie d'une fédération d'Europe centrale, qui pourrait comprendre, peut-être si les situations évoluent un jour, la Biélorussie, et qui sait que si la Russie s'y joindrait pas un jour. Donc, pour l'instant, l'Ukraine, la Pologne, l'Allemagne, les Pays-Bas, hein, et ensuite, non, pas les Pays-Bas, la Pologne, l'Allemagne. Nous avons ensuite la Tchéquie, l'Autriche, Hongrie, Slovaquie, la Roumanie, Moldavie, Ukraine. Donc là, on pourrait donc avoir une fédération Europe centrale. Ensuite, eh bien, on pourrait avoir les Pays-Bas. Alors là, les Pays-Bas, je pense qu'il faudrait qu'ils soient déclarés comme pays européens à la fois pour le secours de toutes les différentes fédérations d'Europe, parce que les Pays-Bas sont très menacés par la mer du Nord. Je vous rappelle, déjà un tiers du pays est en dessous du niveau de la mer. Ils sont au maximum des capacités et la mer du Nord risque d'augmenter et on risque d'avoir vraiment une catastrophe majeure. Donc, les pays du Nord, on pourra avoir Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Norvège, Suède, Lituanie, Estonie, Finlande, quoi, tous ces pays qui sont les bords de la mer Baltique et de la mer du Nord qui sont menacés par la fonte de l'Arctique de la même manière et donc qui doivent sérieusement se pencher sur ce problème. C'est pas le jour que ça arrivera qu'il faudra prévoir. Et au lieu d'être alimenté toute l'Europe du Sud par les migrants venant d'Afrique qui ont qu'à contrôler leur natalité et qui ont de la place en Afrique, hein, surtout qu'il y a des terres qu'on pourrait rendre viabilisées, lutter contre la déforestation, etc. Mais là, il y a des choses pour lesquelles on ne pourra rien faire. Donc c'est dès maintenant qu'il faut savoir où iront les populations, hein, mettre des surveillances, peut-être dépeupler certaines zones qui sont les plus arides, ce fameux tiers qui est en dessous du niveau de la mer. Donc c'est maintenant qu'il faut y penser. Et on pourrait avoir donc ensuite, eh bien, donc la Belgique et Pays-Bas, bon, ça nous ferait un peu des pays qui appartiennent un peu aux deux fédérations, à la fois Europe centrale et des pays latins. Pays latins, donc j'en prends l'Espagne, la France, l'Italie, avec notre Suisse, donc elle aussi, qui serait donc sur le même statut, qui justement, avec les pays intermédiaires entre les fédérations, Suisse, Belgique, Pays-Bas, et donc on pourrait avoir un soutien, puisque la Suisse a les moyens, entre les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, et la Crimée. Voilà. Donc, pays latin, qu'est-ce qui nous menace? Nous, c'est justement la caldeira de Yellowstone. Excusez-moi, la caldeira des champs pélégrins, je confonds avec celle des États-Unis, qui montre tout de même des signes inquiétants d'activité. Naples, eh bien, devrait être réservée une ville un peu pour les touristes, mais il faudrait évacuer déjà cette ville, la vieille ville. C'est inadmissible de laisser ces populations. Ces populations sont en réel danger. Et il faut faire des provisions de céréales. Donc, on revient à notre Ukraine. Si on faisait la partition, comme on disait là, donc avec cette Ukraine qui tiendrait à la Fédération centrale, eh bien, on a cette partie de l'Ukraine qui est en fait presque pratiquement, en schématisant un peu, un grand champ de blé.
Eh bien, la culture céréalière qui vient donc d'une concurrence avec la France, il faut qu'on développe notre culture céréalière, nous, en ce qui nous concerne, pour être justement être utilisée comme des céréales de secours pour lutter contre les famines, que ce soit des problèmes d'ailleurs même sporadiques en Afrique, ou lorsqu'on aura ce gros problème avec la mer du Nord qui va tuer les Pays-Bas, qui va toucher l'Allemagne, qui va toucher tous les pays, même le nord de la France. Hein, on voit déjà avec le Pas-de-Calais. Lorsque vous avez une terre totalement inondée, et si en plus vous avez une rentrée d'eau de mer sur une terre inondée, c'est le déluge de Noé, hein, qu'on est parti pour ça. Donc là, on sait que Naples, à peu près par là, ça va aller jusque là, le nuage donc des poussières volcaniques. On va perdre toute notre culture là dans le sud de la France, hein, surtout notamment l'Aquitaine. Donc c'est vraiment capital de faire des stocks de céréales, hein, entre autres. Donc, et la lutte contre l'immigration, eh bien, il faut vraiment une barrière de fer entre la France, l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Ensuite, eh bien, pour avoir l'Europe des Balkans qui s'occupe des problèmes justement des Balkans, c'est-à-dire la Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Macédoine, Albanie et Grèce, contre peut-être les apéritifs, notamment de la Turquie. Donc, ce qui n'empêche pas, c'est que ces trois fédérations, alors attendez, ça ferait Balkans, central, nordique, latin, ça en fait 4. Pourrait justement avoir des représentants qui, à eux 4, tout de même, seraient en coordination pour des dangers capitaux, que ce soit une invasion russe, que ce soit un problème d'un cataclysme volcanique ou le cataclysme de la mer du Nord. Mais c'est évidemment aux plus concernés de se pencher sur le problème dès maintenant. Bon, voilà. En somme, la guerre, s'il y a la guerre, c'est qu'on la veut bien. Et qui pourrait la vouloir? Peut-être Poutine pour maintenir son pouvoir. L'Europe pour continuer à exister sous sa forme. Je ne sais pas. Bon, mais toujours est-il que l'Europe, pour ce qui est de la paix, est devenue un échec. L'ONU est une vaste farce et qu'il conviendrait peut-être de réorganiser l'ONU en régions géographiques planétaires correspondant, comme j'ai pu vous le montrer, à des dangers cataclysmiques internationaux. Bonne journée les amis et espérons que nous n'allons pas aller vers des catastrophes comme avec une guerre nucléaire. Ça semble totalement impensable, stupide, mais quand on voit à partir de quelle stupidité ont eu les 2 guerres mondiales, pour rappel par exemple, comment a décidé la Première Guerre mondiale avec la crise des Sudètes. Les Allemands qui se plaignaient donc en Tchéquie d'être maltraités. Eh bien, on aurait pu couper l'herbe un peu sous les pieds d'Hitler en faisant un échange de population, comme les Turcs l'ont fait avec les Grecs, par exemple, hein, où il y a eu un échange entre les Turcs, les Grecs de Turquie et les Turcs de Grèce. Eh bien, on aurait pu envoyer tous les Allemands des Sudètes en Allemagne et les Juifs d'Allemagne aller en Tchéquie. Et en plus, les Tchèques, ils auraient eu des soldats qui les défendaient. Bien, bon, on ne va pas refaire le monde et nous avons déjà bien suffisamment à faire pour empêcher qu'il se défasse. Mais pour dire, il n'y a aucune toutes des grandes catastrophes sont parties de débilité profonde, il n'y a pas d'autre mot. Donc une débilité profonde, est-ce qu'elle peut encore déboucher sur une catastrophe alors que nous sommes déjà menacés? Et je ne parle pas des problèmes de la radioactivité, on n'a toujours pas résolu le problème énergétique. C'est là que toutes les énergies devraient se concentrer et se coordonner. Idem pour la conquête spatiale, l'espace autour de la Terre ne peut pas devenir une poubelle à engins spatiaux. Donc il faut vraiment que les pays s'organisent entre eux. On a ce problème de radioactivité, on a
on a tous les plans qui avaient été faits sur Generator, tout ça, de PR et tout, ça n'a pas été mené à bien dans les temps donnés, et les dangers existent toujours. Qu'est-ce qu'on livre à nos enfants? Lorsqu'on voit que, par exemple, avec Fukushima, c'était prévisible, il y avait déjà eu des tsunamis tout aussi importants dans cette région, et on était Fukushima, dans une région où vous avez 3 plaques tectoniques qui se rassemblent. Donc il faut vraiment qu'il y ait comment dire, des accords internationaux, des aides peut-être, pour que certaines productions énergétiques ne se trouvent pas dans des situations où elles représentent un danger pour tous les pays. Voilà. Bon, eh bien, bonne journée à tout le monde. Ah, je reviens un petit peu parce que j'ai aussi quelque chose que je voulais vous présenter, un peu à part. Voilà. Alors là, c'est une image de ce que j'appelle le calendrier Colobabis. Donc, je vous invite d'aller chercher ça, calendrier Colobabis, Marie-Jeanne Jourdan, sur la chaîne YouTube. Et vous voyez qu'en fait, pour chaque prénom, quel qu'il soit, on trouve le nom d'une personnalité. Vous avez aussi des fêtes qui sont expliquées. Alors là, je vous ai pris comme exemple le mercredi décembre, puisque j'essaie de développer, c'est une... comment dire, que les religions se mettent au goût du jour des connaissances de notre temps, redonner du sens philosophique, mais en évitant des dogmes évidemment complètement dépassés, de l'ordre du surnaturel qui s'explique de nos jours très bien. Donc vous avez le mercredi descendre où on dit tu es poussière et tu retourneras poussière. Et donc là, dans la philosophie et le Colobabis, c'est tout à fait ce qu'on dit. Et on développe l'idée que ce qui est relativement éternel, si on arrive à ne pas faire de génocide, eh bien c'est les gènes, transmission des gènes, même s'il y a plus ou moins des petites évolutions, transmission de nos gènes, protection commune du patrimoine génétique, et donc protéger la vie. Voilà. En sachant que ce qu'on explique, c'est que sur un nombre, il suffit d'ailleurs de regarder même des photos de famille, de gens du même âge, de diverses générations, et vous avez parfois l'impression de voir exactement la même personne. Moi, ça m'arrive au sein des photos de ma propre famille, et je pense que d'autres pourraient le faire. Alors, je vais vous faire voir aussi une autre page de ce calendrier pour vous montrer un peu une idée. Alors là, vous voyez, par exemple, Jonathan Borwin, bon, c'était un mathématicien. Vous voyez, au nom de Jonathan, bon, on met également, je vous montrerai plus tard, les saints, etc. Mais vous avez tous les gens qui sont à l'origine d'une science nouvelle, d'une grande découverte, qui sont cités. Donc là, vous avez, pour le prénom de Jonathan, par exemple, vous avez Jonathan Borwin, qui était un grand mathématicien, je crois que c'est dans les statistiques, lui, qu'il a innové. Donc, je vais vous montrer une autre page. Bon, ben voilà. Alors, vous voyez un autre exemple de Jonathan dans un autre ordre, c'est Jonathan Sweets, Gulliver Travel. Donc ça, c'est des gens universellement, si vous voulez, vous avez certains, vous pouvez avoir des héros, par exemple, de lutte contre le nazisme, tout ça, qui sont peut-être plus nationaux. Mais là, c'est une richesse commune au patrimoine humain. Les voyages de Gulliver, bon, ça intéressait pas spécialement que son auteur, que je crois qu'il devait être anglais à l'origine, je ne me rappelle plus, irlandais. Voilà. Et puis donc, autre exemple,
Donc, au début, vous avez tous ce qui est cité. Par exemple, là, vous voyez Engelmar Unsenten, prêtre allemand arrêté par la Gestapo, a protesté contre les persécutions nazis, envers les Juifs. Voilà, donc on fait des découvertes comme ça. Donc, vous avez toute la liste des gens dont le prénom est la fête ce jour-là. Et donc, vous voyez, par exemple, au-dessus, c'est marqué que le Charles, parce que là, c'est Charles le Bon. Mais nous, Charles le Bon, eh bien, il n'y a aucune raison que ce soit pas avec tous les Charles, qui est le 4-10. Donc, on fait la liste, le 4-10 de tous les Charles qui méritent d'être fêtés. Ensuite, ça peut aussi donner des idées de prénoms, hein. Donc, vous voyez là, Saint-Guénolé. Saint-Guénolé, donc, vous avez une page aussi, comme ça, où vous avez tous les saints notés. Parfois, pour des prénoms plus courants, évidemment, il y en a 3 ou 4. Là, vous en avez qu'un. Donc là, c'est un saint de Bretagne. Ensuite, bon, il y a aussi le fait... alors, attendez, dans la présentation, ça doit être marqué. Donc, vous voyez, il y a toujours un son musical, hein. Oh, tant pis. Alors, attendez. Oh, mince. Voilà. Donc voilà, bon, c'est la page de présentation et vous voyez nouveaux prénoms. C'est-à-dire ce que je propose, c'est que pour les gens qui veulent des prénoms originaux, plutôt que de prendre n'importe quoi, eh bien c'est de passer sur des règles qui existent déjà. Vous avez par exemple Florence, Nancy, qui sont des noms de villes et aussi des noms de personnes, de filles. Donc on peut très bien prendre des noms de villes, des noms géographiques qui peuvent avoir lieu de prénom. On a également, puisque vous avez les saints, c'était en fait leur nom, il n'y avait pas de prénom à cette époque-là, et donc leur nom est devenu prénom, de la même manière d'un grand scientifique, mettons Ampère, eh bien Ampère pourrait devenir un prénom, puisque c'est passé, il y a la loi Ampère, c'est passé dans le domaine public. Bon, etc. Il y a plusieurs idées de cet ordre-là que vous pouvez trouver dans ces calendriers. Voilà le petit plus d'aujourd'hui. Au revoir.